Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter un document de recherche que j'ai pu retrouver sur Internet qui est très intéressant et qui remet en perspective un petit peu, des fois, la peur irrationnelle qu'on peut ressentir sur les marchés financiers. Il y a beaucoup de débutants qui veulent se lancer en bourse ou qui veulent commencer à placer leur capital et souvent vont essayer d'attendre le meilleur moment pour investir. Donc ils vont faire du market timing, ils vont essayer de faire du stock picking et souvent on va mettre en avant certains biais cognitifs, certains biais émotionnels et c'est ça qui va nous pousser finalement à prendre des mauvaises décisions. Dans cette vidéo, j'aimerais te présenter justement un papier de recherche qui a été écrit par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Meb Faber, que tu as déjà eu l'occasion de voir sur cette chaîne si tu me suis depuis un certain temps, et qui remet justement en perspective ces craintes un peu irrationnelles qu'on peut avoir sur les marchés, en essayant de présenter une nouvelle approche, une nouvelle manière d'appréhender le marché, pour essayer justement de mettre de côté au maximum tous les biais cognitifs et les biais émotionnels qu'on peut ressentir, qu'on soit débutant, mais même aussi confirmé, parce que de toute façon, si on est humain et qu'on investit avec notre propre capital dessus, il y a un moment donné ou à un autre où on sera sujet justement à ces problématiques-là. Cette vidéo, elle va faire suite à d'autres vidéos que j'ai déjà publiées sur la chaîne et que tu retrouveras dans la playlist bourse et que je t'invite véritablement à aller voir avant de regarder ce contenu, sinon tu seras un petit peu perdu et je ne vais pas m'amuser à faire des rappels que j'avais déjà présentés sur ces précédentes vidéos. C'est vraiment pour que tu comprennes le contexte et que je puisse aller plus loin avec toi sur cette vidéo. Donc il y a une première vidéo que je t'invite à voir qui s'appelle ce qu'on ne vous dit pas sur les bear markets et une autre qui s'appelle le S&P 500 trop cher en ce moment, une baisse potentielle à venir. Tout ce que je vais te présenter là, c'est issu d'un papier de recherche qui a été publié par Meb Faber, et je te mettrai le lien comme d'habitude dans la barre d'infos si tu veux croiser les informations. Et ce qui est important de comprendre, c'est que souvent tu vas avoir des gens qui vont te dire oui, c'est bien d'investir en bourse parce que c'est vrai que la bourse elle est structurellement haussière depuis le début. Là, je t'ai bien graphique, depuis les années 1870 jusqu'à la suite des années 2020, et ben, on est en effet haussier depuis le début et peu importe les événements qu'on a pu retrouver sur le marché, que ce soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la crise de 1929, la décennie perdue, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, ce que tu veux. En fait, à chaque fois, il y a eu des baisses, des cracks, des peurs sur le marché, mais à un moment donné ou à un autre, sur le très long terme, on a à chaque fois dépassé notre précédent plus haut. Par contre, il faut faire quand même très attention à la manière dont tu vas décider de placer ton capital parce que même si structurellement la bourse est haussière depuis des centaines et des centaines d'années, il faut prendre en considération que des fois, le recovery time, donc le temps pour redépasser notre précédent plus haut, ça peut prendre plus ou moins de temps. Alors oui, quand on regarde sur, par exemple, 200 ans, on peut se dire, ah bah oui, regarde, là ça sert à rien, en fait, on aurait pu acheter ici, on aurait pu acheter un peu de partout, et ça pose pas de problème. Sauf qu'a priori, pour l'instant, l'être humain, il n'est pas capable de vivre 200 ou 300 ans, et donc, si tu as un horizon d'investissement, ou si tu as une capacité d'investissement, par exemple, déjà de 30 ou 40 ans, c'est déjà énorme, et tu peux tomber sur structurellement des moments un peu compliqués, quoi. Par exemple, après là je t'ai mis le cas du Dow Jones, qui est l'un des plus vieux indicateurs, plus vieux indices qui existent sur les marchés financiers, avec un cours entre 1896 et 2016, et on voit que le temps pour récupérer notre précédent plus haut, bah, des fois c'est relativement court, mais des fois c'est beaucoup plus long. Par exemple, si tu avais investi là au pire moment sur la crise de 1929, il aurait fallu 25 ans d'attente pour redépasser notre précédent plus haut. Pour peu que tu aies un horizon et tu dis bah, moi j'investis sur le long terme, j'investis sur 30 ans par exemple ou 25-30 ans, tu peux considérer que c'est du long terme et en effet je suis d'accord avec toi, c'est du long terme, mais si tu as investi pile là à ce pire moment et que tu n'as pas forcément fait de DCA, bah en fait avec l'inflation et le cours qui n'aurait pas dépassé son précédent plus haut au bout de 25 ans, enfin à partir en tout cas de 25 ans, ça aurait pu te mettre dans des positions très compliquées. Et on voit que c'est des choses qui arrivent régulièrement. Tu vois, là ici, il a fallu 19 ans pour dépasser notre précédent plus haut. Là, il a fallu 25 ans. Là, il a fallu 16 ans. Là, il a fallu 6 ans. Pour le S&P 500, après la bulle Internet, il a fallu 12 ans pour dépasser notre précédent plus haut. Tu vois, c'est quand même un point super important à avoir en tête. Donc oui, investir en bourse, oui, comprendre que la bourse, structurellement, elle est super haussière depuis le début et qu'il y a de très fortes chances que ça continue comme ça. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter à n'importe quel prix et acheter n'importe comment? Je ne suis pas convaincu. Donc d'où l'intérêt en fait de cette vidéo et la peur des fois qu'on peut ressentir en tant qu'investisseur particulier, et puis même pas que, même des professionnels aujourd'hui ont peur ou sont sujets à des biais émotionnels quand ils investissent sur les marchés, et c'est pas pour rien. Parce que si on investit sur un marché qui est structurellement haussier, mais qu'on a la possibilité aussi d'investir dans des moments comme là la crise de 1929, si on a acheté ici qu'on doit attendre 25 ans pour récupérer notre pognon, ça fait quand même plutôt mal quoi. Donc
j'ai décidé de faire un peu mes recherches de mon côté et je t'ai trouvé un papier de recherche qui va te permettre de prendre du recul et d'analyser ça en profondeur de manière pragmatique pour essayer éventuellement de te protéger et voir quelles dispositions on peut prendre aujourd'hui pour allouer notre portefeuille et gérer notre portefeuille de la meilleure manière possible pour pouvoir à la fois profiter de cette hausse de marché mais également aussi se protéger de ces baisses et de ces risques potentiels parce que bien évidemment ils existent. L'étude commence par nous présenter ce graphique avec une étude qui a été effectuée entre 1932 et le milieu de l'année 2017, en prenant en considération et en essayant de les présenter dans ce graphique les différentes périodes de bull market avec les performances du marché sur ces périodes-là. Plus le cercle il est important, plus ça représente un retour sur investissement qui est élevé. Et en général, c'est pour ça que beaucoup de gens ont peur aussi pour investir, comme ce que je t'ai présenté un petit peu plus tôt, quand on est sur un top ou quand on a eu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de bull market, vu qu'on est quand même sur un marché qui est cyclique, il y a un moment donné où il va y avoir éventuellement une correction pour peut-être récupérer son précédent plus haut à un moment donné ou à un autre. Et donc, plus on a un marché qui a eu des performances importantes, plus on a eu, historiquement parlant, des corrections ou des cracks qui ont été d'un impact plus ou moins significatif. Et en ce moment, là, tu vois, par rapport aux études qui ont été effectuées, entre 2009 jusqu'au présent, donc jusqu'en 2017, il ne prend pas en considération dans l'étude ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et la correction qu'on a pu avoir à ce moment-là. Mais en tout cas, on était quand même sur un bull market qui était, depuis la crise des subprimes, depuis 2008-2009, assez significatif. Et donc, ça met la puce à l'oreille dans la tête de beaucoup de gens et même auprès de certains professionnels de la finance qui brandissent un petit peu le drapeau tout le temps en disant attention, on est dans une bulle, on est dans une bulle, on est dans une bulle. Ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'on nous dit qu'on est dans une bulle, pour autant, pour l'instant, la bulle n'a pas encore éclaté. Est-ce que elle va éclater dans les prochaines années? J'en sais rien, je suis pas un devin, mais faire attention aussi, les plus gros perdants, c'est ceux qui vous disent tout le temps faut pas investir, faut attendre le meilleur moment. Alors oui, pas investir n'importe comment et pas investir non plus à n'importe quel prix, mais attention aussi de ne pas rester en cash pendant 25 ans ou 30 ans en espérant obtenir le crack du siècle pour investir, parce que quand bien même ce crack arriverait à un moment donné, peut-être que le plus bas de ce crack sera plus élevé que le cours de ce crack, même après 80% de correction, sera peut-être plus élevé que le prix auquel vous pouvez avoir accès aujourd'hui à l'instant T. Et puis en prenant en compte la dilution du capital avec l'inflation aussi, ça peut poser tout un tas de problèmes. Donc on est dans le droit aujourd'hui de se poser la question et de savoir si aujourd'hui avec le bull market qu'on connaît et avec les événements historiques qu'on a connus depuis le départ, est-ce qu'il y a un risque d'être sur un marché qui aujourd'hui est survalorisé, ou est-ce que ça vaut peut-être un peu mieux le coup d'attendre pour peut-être avoir une correction et re-rentrer sur des niveaux plus intéressants. Donc il y a un premier élément de réponse qui est partagé en fait sur cette analyse, qui utilise le Buffett indicateur, donc l'indicateur de Buffett que je t'avais présenté sur la chaîne YouTube et que tu pourras retrouver en détail dans la playlist qui s'appelle Bourse si tu veux en savoir un peu plus. Et donc avec ce Buffett indicator, on est capable de déterminer si finalement le marché peut être considéré selon cette donnée et cette métrique comme étant survalorisé ou sous-valorisé par rapport aux événements historiques. Et si on regarde uniquement cet indicateur, mais sachant que ce n'est pas non plus le seul à prendre en compte, on est à 128% avec cet indicateur, donc 128% c'est quand même plus élevé par rapport à ce qu'on a pu avoir par le passé. C'est moins élevé que ce qu'on avait pu avoir avant l'éclatement de la bulle internet, mais ça reste quand même un niveau relativement important. Donc c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est d'utiliser le ratio de Shiller, donc le cap ratio, qui est l'un des indicateurs que je t'avais présenté sur l'une des deux vidéos que je t'ai montré un petit peu plus tôt, qu'il fallait que tu ailles visionner. Et c'est vrai que si on regarde en fait le ratio de cap, on était à l'époque en tout cas de cette étude à 29,69, qui était l'équivalent et le même niveau que celui qu'on avait pu avoir avant le crack et la Grande Dépression de 1929. Donc beaucoup de gens disaient, le S&P 500 et le marché est survalorisé parce qu'on est au même niveau de valorisation qu'on a pu avoir à la veille de la crise de 1929 et de la Grande Dépression de 1929. Donc il faut s'attendre à une correction de 70 à 80% du marché. Pour l'instant, tu vois, c'est une étude qui s'est arrêtée en 2017. On a vu ce qui s'est passé, il y a eu la crise sanitaire, le marché a continué de monter. Est-ce que ça va rebaisser de 80%? Moi, j'en suis pas convaincu du tout. Mais voilà, ça nous donne deux éléments de réponse. Là, on a quand même deux indicateurs, sachant qu'il y en a encore plein d'autres. On a déjà deux indicateurs qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille sur un
éventuelle peut-être survalorisation du marché à l'instant T, avec le ratio de cap et puis le ratio de Buffett. En plus de ça, si on prend en considération les événements historiques, plus on a un ratio de cap qui va être élevé, plus on a de chances et de probabilités d'avoir un marché qui va avoir des performances faibles en fait sur le long terme. Et c'est ce qui est présenté en fait à l'écran. Donc il y a plusieurs scénarios et on se rend compte que si on suit la moyenne, en fait c'est la courbe en rouge. Si on prend les événements historiques et ce qu'on a comme performance historique, si on suit le développement moyen et le cours moyen, ça va être la courbe en rouge. Le pire des scénarios, ça va être la courbe en jaune. Et puis sinon, on peut avoir deux scénarios différents entre les deux. Et en fonction du ratio de cap et en fonction de la survalorisation du marché, on peut espérer obtenir des performances plus ou moins importantes. Bien évidemment, si on a un marché qui a un ratio de cap hyper élevé et hyper important, ça veut dire qu'on est déjà sur un marché qui est théoriquement survalorisé à un moment donné, donc on peut espérer obtenir des récompenses qui seront sans doute plus faibles par la suite, avec un risque qui est quand même important d'investir à l'instant T. Et à l'inverse, si on a un ratio de cap qui est plus faible, on considère que le marché, historiquement parlant, et selon cette métrique, a une valorisation qui va être plus faible par rapport à la moyenne, et donc on peut espérer obtenir des performances plus importantes par la suite. Donc ça peut être intéressant peut-être d'investir à ce moment-là. Tu vois, ça te met en perspective un petit peu les événements précédents que j'ai pu te citer. Ce qui est vraiment intéressant de se rendre compte, c'est à quel point le sentiment de marché et le consensus global, souvent à tort par rapport à ce qui peut se passer vraiment au niveau du marché et au niveau des performances. C'est vraiment ce qui est présenté à l'écran. Tu vas voir à gauche toutes les différentes années avec notamment lorsqu'on avait un sentiment vraiment euphorique et un sentiment très positif par rapport au marché, lorsque les gens te disaient globalement il faut investir, il faut placer son capital parce que là on a dépassé notre précédent plus haut mais tu vas voir c'est le meilleur moment pour placer notre capital, historiquement parlant, et si on fait la moyenne de tous ces événements historiques là, à chaque fois qu'on était plutôt dans un consensus positif par rapport au marché, souvent ça s'est soldé avec des performances nulles voire extrêmement faibles. Là tu vois en moyenne on était à 0,6% de rendement quand on avait un consensus qui était optimiste par rapport au marché. Et à l'inverse, quand on est sur un consensus plutôt pessimiste vis-à-vis du marché, souvent ça se solde par des retours sur investissement super importants. C'est pour ça que je te dis tout le temps qu'il faut arriver à être contrarien et d'arriver à prendre des décisions par rapport à ses objectifs personnels et par rapport vraiment à ce que tu as envie de faire et te faire ta propre idée sur les événements. Parce que souvent, quand on va te dire c'est pas le bon moment, ça fait peur, le marché, on est dans une bulle, ça va exploser, en fait, la plupart du temps, c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment les études là pour le coup, ça montre que à chaque fois qu'on est dans ce genre de conformation, la plupart du temps, c'est souvent là où on va prendre en fait le consensus à revers et on va arriver à avoir des performances bien plus élevées que ce qui était finalement attendu. Là, on va un petit peu plus loin dans l'analyse et on a présenté, en tout cas cette étude a présenté les pires cracks sur les marchés financiers entre 1986 et 2016. Et on a regardé les performances des différentes classes d'actifs au fur et à mesure du temps. Et ce qu'on remarque, et l'intérêt en fait que je te présente aussi sur cette chaîne YouTube depuis un certain temps, c'est que oui, par exemple, les actions, c'est la classe d'actifs en bourse qui a le plus performé depuis le départ qu'on est capable aujourd'hui de l'analyser. Mais le fait d'avoir uniquement des actions en portefeuille, ça t'oblige quand même à subir une volatilité des fois même importante. Et il y a un vrai intérêt aujourd'hui de diversifier ton portefeuille, que ce soit sur des actions, des obligations, des commodities, donc des matières premières, également te diversifier sur de l'immobilier coté qu'on appelle des rates aux États-Unis, donc plutôt en Amérique. Et puis également aussi les métaux précieux, l'or et l'argent, ça reste un moyen aussi important pour toi pour pouvoir te diversifier. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on a le marché action en fait qui se casse la figure sur certains événements historiques, souvent tu vas avoir des obligations qui vont prendre le dessus, qui vont arriver à faire des performances importantes et donc peut-être lisser une partie des pertes que tu aurais pu avoir en investissant simplement sur le S&P 500. Et puis même quelquefois, quand tu as les actions et les obligations qui vont baisser, tu peux avoir les métaux précieux qui vont augmenter, ou les commodities, donc les matières premières, ou les rates qui peuvent limiter une certaine baisse sur ton portefeuille. Donc vraiment la diversification, c'est un moyen pour toi aussi de te protéger et peut-être de tomber sur un cycle économique qui ne serait pas celui que tu aurais prévu tout simplement au départ.
Donc là, si on zoome en fait sur les deux derniers bear markets, celui de 2003 et celui entre 2007 et 2009, on voit que les actions, donc les actions américaines, donc le S&P 500, et puis les actions étrangères, hein, que ce soit en Europe, en France ou ce que tu veux, c'est la classe d'actifs qui a le moins bien performé, sur lequel il y a eu le plus fort drawdown et la plus forte volatilité. Par contre, à côté, on a eu entre 2000 et 2003 les obligations à 30 ans et à 10 ans qui ont très très bien performé, les T-bills également, les commodities, les rates, donc l'immobilier coté, et puis également les métaux précieux. Donc d'où l'intérêt vraiment aussi de te diversifier à ce niveau-là. Et pareil, sur l'autre bear market, entre 2007 et 2009, après la crise des subprimes, les actions, elles ont pris un sacré coup. Par contre, on a eu une surperformance des obligations, des T-bills. Là, les commodities et les rates, bien évidemment, n'ont pas bien performé parce que, en tout cas pour les rates, c'est l'immobilier coté, et là, on était clairement sur la crise des subprimes. Par contre, les métaux précieux ont très bien performé. Donc si tu avais investi uniquement sur l'immobilier et les actions sur ces deux périodes-là, tu aurais pris quand même un sacré coup sur ton portefeuille. Mais si tu t'étais suffisamment diversifié, il y a des fois, en effet, les obligations, elles vont un peu moins bien performer que les actions. Puis des fois, elles vont prendre un petit peu plus le dessus. Ça aurait permis de lisser une bonne partie, en tout cas, de tes pertes. Et ça t'aurait permis d'avoir des performances ou de limiter une partie de tes pertes dans des périodes où tout le monde, en fait, paniquait. Là où tout le monde paniquait s'ils avaient une part trop importante et trop significative sur des actifs qui étaient les plus à risque, en tout cas à ce moment-là, toi, ça t'aurait peut-être permis d'être beaucoup plus serein et peut-être de re-rentrer et de racheter des entreprises qui étaient sous-cotées à cette époque, tout simplement. Donc, dans ce papier de recherche, pour pouvoir se protéger au-delà de tous les aspects que je t'ai présentés un petit peu plus tôt, d'être contrarien, te diversifier, etc., il donne quelques éléments de réflexion là-dessus et en présentant une nouvelle stratégie qui est une stratégie qui est basée en fait sur l'achat d'options de vente qu'on appelle les options put. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et pour ceux qui ne maîtrisent pas les options, j'ai pas envie de vous perdre non plus. Donc si vous voulez aller plus loin là-dessus, comprendre vraiment comment fonctionne l'achat d'options de vente, donc les options put et comment concrètement ils ont mis ça en place, vous avez le papier de recherche et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi je voulais simplement par la suite vous présenter les résultats en fait de cette analyse-là, au-delà de tous les aspects précédents que j'aurais pu vous présenter un petit peu plus tôt. Donc on a rezoomé sur les précédents bear market en reprenant les informations notamment des différentes classes d'actifs. Et ce qu'il appelle la stratégie tail risk, qui est la dernière colonne, c'est justement la stratégie d'achat d'options de vente, donc pour pouvoir se protéger éventuellement en cas de baisse. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dans des périodes là entre 2000 et 2003 et entre 2007 et 2009, la plupart des classes d'actifs, même pour certaines qui ont pu faire des performances assez significatives, le fait de pouvoir se hedger en utilisant le principe des options, ça a permis de contrebalancer quand même une bonne partie des pertes, voire même totalement de contrebalancer les pertes, parce que là on est à 42,46% de retour sur investissement avec cette stratégie, alors que là on avait baissé de 42,52% avec notamment le S&P 500. Donc ça permet vraiment de se protéger. Et si on va un petit peu plus loin et qu'on compare les performances de cette approche en utilisant les options en fonction de notre allocation de portefeuille. C'est-à-dire qu'on va prendre en considération quelqu'un qui investit 100% sur le S&P 500, sur ces périodes entre 1986 et 2016, en moyenne, on aurait pu obtenir un rendement de 9,89% avec une volatilité un peu plus de 15% et un ratio de Sharpe de 0,44 avec un max drawdown de près de 51%, donc ce qui est quand même significatif à ce moment-là. Si on utilisait 20% de la stratégie sur option qui est présentée dans ce document et qu'on restait 80% sur le S&P 500, on aurait certes eu une performance un petit peu plus faible sur ces périodes, mais on aurait limité quand même fortement la volatilité, on aurait augmenté notre ratio de Sharpe et on aurait eu un max drawdown quand même beaucoup plus faible. Si on était passé à 40% avec la stratégie sur option, là on aurait encore augmenté notre ratio de Sharpe, mais également aussi diminué notre max drawdown, la volatilité, et on aurait aussi baissé bien évidemment le retour sur investissement. Et plus en fait on va avoir une part importante et significative de cette stratégie sur option, plus on va essayer de se protéger, plus on va diminuer la volatilité et plus on va diminuer le max drawdown, mais aussi on va diminuer nos performances. Donc il y a vraiment un équilibre à avoir entre les deux. Le maximum, en tout cas le meilleur compromis dans cette étude, ce qui est présenté, c'est d'avoir à peu près une approche entre 20 et 40% de protection avec les options, en tout cas d'utiliser la stratégie sur option, en plus d'un investissement long terme, puisque ça peut vraiment nous protéger en cas de bear market, ou en tout cas si on investit, si on a un risque d'investir dans un moment qui structurellement n'est pas forcément opportun
certain pour un investissement long terme. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Si tu veux en savoir plus sur les marchés financiers et si tu veux commencer à faire tes premiers pas efficacement justement là-dedans, je t'ai préparé un programme de formation offert de plusieurs heures que tu peux rejoindre. Tu retrouveras le lien dans la barre d'infos. Tu as simplement à cliquer sur le lien que je t'aurai mis, tu rentres ton adresse mail et puis tu verras, je t'enverrai le contenu directement dans ta boîte de réception. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.